Bonjour à tous et bienvenue à cette 45e édition de Hors Cadre, une émission qui vous est proposée et réalisée par les stagiaires de IMCA Provence en formation cadreur et monteur vidéo. Avant de commencer, je souhaitais dire merci à la ville de Sorgues et à monsieur le maire Thierry Lagneau de nous avoir gracieusement prêté l'espace Regain. Cela fait maintenant 4 jours que nous préparons cette émission en espérant qu'elle vous plaise. Je me présente, je m'appelle Enzo Aurel Lorenz et je serai votre guide tout le long de cette première partie de l'émission. Et nous allons commencer du côté de Sorgues avec une association sportive sorguaise, éducative et récréative, l'ACER, un reportage de Noé Pellissier. On fléchit et on remonte. Ça va jusque-là? J'ai pas fait l'autre côté. L'association a fêté ses 50 ans cette année. Donc, à l'origine, ça a été créé par Monsieur Laroche, qui est actuellement toujours à la présidence, et plusieurs bénévoles pour proposer du sport loisir aux enfants de la ville de Sorgues. Et les parents ont ensuite demandé à avoir la même chose pour eux. Donc, ça s'est développé par le fitness, par la randonnée, et petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Et maintenant, on est une équipe de 30 salariés. On a 4 pôles d'activité et on est actuellement à 1850 adhérents. Alors, l'APA, c'est l'activité physique adaptée. Donc c'est comme je le disais, pour les personnes qui ont des pathologies, maladies chroniques ou affections longue durée. Et ça permet de faire de l'activité en respectant toutes les problématiques liées à leur pathologie. On souffle, on contracte les abdos, on resserre le périnée, tous en cœur. J'ai plusieurs petites casquettes. La première, c'est celle d'enseignant en activité physique adaptée, où on reçoit des personnes pour leur proposer des bilans de la condition physique. Après, je propose des séances d'activité physique adaptée. Elles sont adaptées déjà grâce aux résultats qu'on a eu au bilan. Elles sont ensuite adaptées aux limitations et aux capacités de la personne. Et ensuite, on le fait aussi par rapport aux envies de la personne. C'est leur proposer des activités qui leur plaisent avant tout. Ce qui attire un petit peu plus aussi les adhérents, c'est le fait qu'ils se sentent progresser. Au bout d'un certain moment, ils me le disent très facilement et d'une joie inconditionnelle. Ça y est, Anthony, j'arrive enfin à porter mes courses tout en haut, j'arrive à marcher plus longtemps, je peux aller sortir avec mes petits-enfants. Et donc ce côté-là où ils se sentent fiers d'eux et ils sentent également qu'on est fiers d'eux, ça leur donne envie de revenir à chaque fois. Chaise ou tapis? Hop, hop. Super. Inspirez, contrôlez, grandissez-vous. Ouh. Expirez. Mon rôle au sein de l'association ACER, c'est principalement de donner des cours de sport santé, de pilates et de yoga. Je vais avoir principalement en sport santé des gens qui ont des pathologies limitées, pas trop sévères. J'utilise beaucoup le pilate dans mes cours de sport santé. Donc le pilate, c'est un moyen pour les gens de vraiment ressentir leurs muscles en profondeur, travailler sur la respiration, retrouver leur souffle. Ça regroupe des exercices que n'importe qui peut réaliser. J'inspire, j'expire, j'allonge juste une jambe à 45 degrés vers l'avant. On y va? Donc on lâche la main, hein. Voilà. Et on revient, on inspire. On expire, on change de jambe. En effet, les gens qui viennent dans mes cours viennent principalement pour se remettre en forme, pour progresser, pour gagner en conditions physiques. Dans l'association ACER, on a vraiment une variété énorme d'activités qui fait que n'importe quelle personne trouvera finalement une activité qui va lui plaire, qu'ils n'hésitent pas à passer la porte de l'ACER pour venir essayer les cours, essayer les activités et trouver finalement ce qui leur convient le mieux. Ils seront accompagnés en plus donc par une grosse équipe d'animateurs différents, différents horizons, avec différentes activités. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils viennent essayer, choisir. Il y en a pour tous les goûts en fait. On prend une main, on prend l'autre et on passe. Allez, merci à tous et à toutes, on se dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas, s'il y en a certains qui veulent s'inscrire au Papa de Noël, la feuille est ici. Je suis maintenant avec Agathe Martinez. Bonjour Agathe. Bonjour. Alors vous êtes directrice de l'association ACER, c'est ça? C'est bien ça.
Alors, regarde, première question. Nous avons vu dans le reportage qu'il y a de la randonnée, du yoga, de la fitness qui est proposée aux adhérents. Est-ce qu'il y a d'autres types de sports qui sont proposés? Oui, tout plein. On a environ 80 activités différentes. On va avoir du cirque, de la gym, un gros volet fitness, mais aussi des activités de pleine nature, comme du tir à l'arc, du vélo, encore de la course d'orientation. Est-ce que des moyens particuliers sont mis en place pour chaque tranche d'âge chez les adhérents? Est-ce que des exercices particuliers sont mis Oui, alors nous, on est ouvert à partir de 6 mois, donc jusqu'à 99 ans. Donc on s'adapte à tout le monde et à toutes les envies et toutes les possibilités. Combien aujourd'hui d'adhérents comptez-vous à l'ACR? Alors actuellement, on a 1915 adhérents et 253 personnes sur le volet sport-santé. Et de quelle manière faites-vous pour faire connaître l'ACR au public? Alors on utilise forcément les réseaux sociaux. On a une responsable de communication qui actualise très souvent notre Facebook et Instagram. Après, grâce aux panneaux de la ville également. Et puis après, c'est le bouche à oreille surtout. Donc c'est surtout les adhérents qui vont un petit peu dire, qui vont parler de c'est l'ACR. un très bon moyen de communication, mais bon, on va pas se mentir, les réseaux sociaux aussi maintenant. Oui, c'est une réalité. Avez-vous un conseil à donner à ceux qui hésitent ou qui ont du mal à se lancer dans une activité sportive pour des raisons de santé, de manière générale? Déjà, de ne pas avoir peur, parce que forcément, quand on est malade ou qu'on a des douleurs, on se dit de faire du sport, mais pas du tout. Mais finalement, si, ça a de grands bienfaits, autant psychologiquement que physiquement. Et à l'ACR, on a des éducateurs sportifs spécialisés dans le sport santé qui vont vous accompagner tout au long de votre parcours. Donc n'hésitez pas, il y en a pour tout le monde. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Agathe Martinez. De rien. Et nous allons rester du coup dans le domaine de la santé, cette fois-ci en nous dirigeant vers les pharmacies du côté de Sarian et Carpentras, un reportage de Vincent Grisot. Je mets en avant juste les 2 insulines, c'est ça. Toutes les pathologies aujourd'hui sont concernées. On n'est jamais serein quand on est devant le patient, devant l'ordonnance, en disant est-ce que je vais pouvoir tout lui donner, quoi. Donc là, c'est nos réserves normalement d'antibiotiques. Tout ce qui est analogue, eh bien il m'en reste, j'ai plus rien. Pour les sirops, c'est vide. Alors aujourd'hui, les ruptures, c'est vraiment, c'est une réalité. C'est-à-dire que c'est vraiment notre quotidien. Que ce soit pour les enfants, pour les adultes, on ne sait jamais quelle rupture on va avoir. Et du coup, c'est vraiment un défi d'arriver à trouver le médicament. Aujourd'hui, il y a environ 16 000 références et il y a à peu près entre 1600 et 1800 ruptures. Tout ce que je vous ai souligné en fluo, voilà, donc manque, voilà, ça c'est manque dotation, manque. Il y aura quelques rentrants, pas grand-chose, mais quelques-uns. Donc ils appellent ça des ruptures, des tensions d'approvisionnement, des manques quotas, des dotations. Enfin, quoi qu'il en soit, on n'a pas le médicament, quoi. Imaginons le miflonil 400, Refresh en Colvir, unidose, d'accord. Et la flucitalmique. Ça marche pas? Louis Pénéranda, je suis pharmacien d'officine, je suis installé à Carpentras et je suis le président du syndicat des pharmaciens de Vaucluse. Je pense que la pénurie de médicaments que l'on connaît actuellement n'est qu'à son début puisque ce sont des pénuries bien souvent structurelles. Le prix du médicament en France est un des moins chers d'Europe. Les industriels aujourd'hui ont plus tendance à vouloir produire ailleurs. Et donc, il y a cette problématique d'approvisionnement qui est vraiment très aléatoire en fonction des produits. On a connu pendant tout l'hiver des pénuries d'amoxicilline, d'antibiotiques, de collyre, d'injectables. Tout le monde, en fait, participe à cet effort, parce que c'est vraiment un effort de déployer cette énergie, passer du temps au téléphone, passer du temps sur nos ordinateurs plusieurs fois par jour. C'est plus de 10 heures par semaine pour trouver le médicament, quoi. Donc pour justement éviter cette rupture de soins, on interroge tous les jours, quotidiennement, nos grossistes, matin, midi, soir, après-midi. On voit avec le laboratoire si on peut avoir des dépannages avec des procédures.
Alors bien sûr, on peut avoir une diversification des sources d'approvisionnement, c'est le premier élément important. Pour ce qui est de la gestion de stock, on travaille sur des stocks minimums que devrait avoir chaque laboratoire de façon à pallier aux micro-ruptures et pouvoir faire le pont entre les deux. Après, les solutions, c'est certainement la revalorisation de notre prix du médicament de façon à le rendre plus attractif pour les entreprises, les multinationales qui produisent, et que donc on ait de la matière plus rapidement. Ça affecte la qualité du soin parce qu'on ne peut pas honorer l'ordonnance en entier. S'il il manque un médicament, il y a forcément une détérioration de la qualité du soin. On fait appel soit à nos confrères, on fait appel au laboratoire, on fait appel au préparatoire. Il y a des pharmacies qui se sont spécialisées dans la préparation des médicaments. Je pense qu'il faut rassurer le patient. Voilà, nous on est là pour les aider, pour les orienter. Mais aussi, on a quand même besoin de l'appui du gouvernement, de l'ARS, de toutes les sociétés savantes pour nous aider au quotidien pour la gestion de ces ruptures. L'attachement des Français à la santé est très très fort. Le rôle du syndicat, c'est surtout de faire prendre conscience à l'État que le problème des ruptures est un problème d'une urgence très importante parce qu'elles vont s'aggraver. Surtout en milieu rural, il n'y a plus la poste, il n'y a plus de médecins et c'est vraiment le dernier lieu où peuvent se rendre les gens malades. Donc il faut faire attention au réseau. C'est à l'État à se mettre en route pour arriver à trouver ce type de solution. Je suis maintenant en présence de Monsieur Regardet. Bonjour Monsieur Dardet. Bonjour. Alors, vous êtes pharmacien à la pharmacie principale de Sorgues, mais aussi trésorier du syndicat des pharmaciens du Vaucluse, c'est ça? Tout à fait. Alors Monsieur Dardet, quel est votre ressenti sur la situation actuelle des pénuries de médicaments? Comme mes confrères et consoeurs, très, très négatif, quoi. Très impacté, gros problèmes et beaucoup de temps pas perdu, puisque ça fait partie de notre métier d'essayer d'avoir ce qu'on peut bien nous proposer. Mais c'est parfois très grave, oui. Quelles sont selon vous les principales causes de ces pénuries justement? Il y en a une qui n'a pas été citée, qui est marginale mais qui existe. Un médicament, c'est comme une mayonnaise. Si on la rate, on recommence. Sauf que pour recommencer, il faut du temps. Et pendant ce temps, tout le monde écoule les stocks qu'il a. Et parfois, il y a des ruptures parce que le labo n'a pas pu produire, parce que ce qui est sorti ne correspondait pas aux critères requis, même pour pas grand-chose. Mais bon, le lot est recalé et à ce moment-là, il y a pénurie parce que la production a eu un problème. Ça arrive aussi. Il y a quand même très peu d'usines de médicaments de par le monde et chaque molécule à 2 ou 3 sites, pas plus. Donc quand un faillit, ça se répercute partout. Après, il y a bien sûr le problème du prix, mais ça c'est indéniable, je ne veux pas taper sur les labos. C'est quand même eux qui découvrent les médicaments, c'est eux qui les fabriquent, les distribuent, il ne faut pas leur taper dessus systématiquement, mais là il est vrai qu'on ne peut pas leur reprocher de vendre un petit peu au plus offrant. Et le médicament en France est un des moins chers d'Europe, peut-être même du monde. Et c'est sûr que ce n'est pas tenable pour l'industriel. Il y a des labos de génériques qui se désengagent ou qui ne font même plus la molécule, parce que ce n'est pas rentable, véridiquement. Alors, est-ce que ce problème est-il de la même importance en zone urbaine qu'en zone rurale? Heureusement, oui, je dirais. Oui, donc, voilà. En France, le système est fait pour que, où que vous soyez, vous ayez une pharmacie assez proche et qui reçoit les médicaments comme tout le monde et au même prix, c'est-à-dire qu'on soit éloigné d'un centre urbain ou dans un centre urbain. Le prix du transport est réparti, on va dire, sur l'ensemble du coût de distribution. Et toutes les officines sont bien sûr absolument toujours approvisionnées pareil, grandes ou petites, en fonction des stocks. Alors du coup, quelle est la façon dont le syndicat intervient afin de résoudre ces problèmes de pénurie? Honnêtement, à part être une vigie, de remonter l'info des confrères, et les nôtres, puisqu'on est dans le bain nous aussi, bien entendu, c'est tout. Après, c'est aux ARS, c'est au pouvoir public d'essayer de faire quelque chose.
auprès des labos. Alors, ils y arrivent des fois quand même, c'est vrai. Mais on ne peut, nous, que remonter l'info et remonter surtout la grogne et les problèmes des patients. Parce que bon, il y a quand même des pénuries de produits type insuline. Ça ne se remplace pas, quoi. Un antibiotique, à la limite, on change de classe pharmaceutique, c'est pas bien grave, ça, honnêtement. Hein. Ça a été monté en épingle, mais c'est pas le plus grave. Les insulines, c'est plus grave. Les antiarythmiques cardiaques, comme tout cet hiver, c'est beaucoup plus grave. Ça ne se change pas comme ça, quoi. Eh bien écoutez, merci beaucoup Monsieur Roquedardet. Merci de m'avoir invité. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette première partie. La suite vous sera présentée par Eva Verdon, mais avant de vous quitter, je vous propose de visionner avec moi 2 épisodes de la web-série réalisée par les stagiaires de l'IMCA. Si vous souhaitez d'ailleurs regarder cette série, elle est disponible sur la chaîne YouTube de IMCA Provence. Mesdames et messieurs, les épisodes 3 et 4 du Purgatoire. Numéro 74. Bonjour Alexandre et bienvenue au Purgatoire. Je vous laisse. Vous pouvez m'appeler Alex. C'est dommage d'être mort aujourd'hui. J'avais une super réunion demain. Je vous laisse. Vous êtes charmante. Ça fait longtemps que vous travaillez ici ? Oui, on peut dire ça. Moi, j'ai été commercial pendant 20 ans. J'ai commencé direct après le bac. Les études, bac plus 5, tout ça, c'est pas pour moi. C'était compliqué à l'époque. Et vous, RAD, c'est une bonne situation ? On peut dire ça aussi. C'était pas vraiment mon choix. Je suis bête. Vous devez certainement vous demander pourquoi je suis habillé ainsi. Je suis un petit peu gêné. Mais je vois dans vos yeux que vous avez compris. Je plais énormément aux femmes. Et hier soir, j'étais avec 2 d'entre elles. Je vous fais pas un dessin ? Non, ce sera pas la peine, je pense. C'est pas que je sois un don Juan. J'adore le travail avant tout. Mais la bagatelle, c'est un hobby, un passe-temps. Un peu d'exercice. Et hier soir, faut croire que j'ai fait un peu trop d'exercice. D'accord. Je vous laisse prendre un ticket, vous installer là-bas et je vous appellerai quand ce sera votre tour. À très vite, j'espère. « 75. J'aurais préféré 69. Numéro 75, mort d'éjaculation précoce après avoir pris du Viagra. Ouais, mais bon, il était quand même 2 sur la vidéo. Suivante. Excusez-moi. Oui, bonjour, bienvenue à SAD, que puis-je faire pour vous? Bonjour, alors, il y a un petit problème en fait. Non monsieur, il n'y a pas de problème, notre système est mis à jour quotidiennement pour éviter tout type d'erreur. Maintenant, si vous voulez bien prendre la porte. Non, c'est pas ça. Bon, écoutez, il y a un tas d'âmes qui attendent derrière vous. Je ne peux pas me permettre de leur faire perdre plus de temps, donc s'il vous plaît, au suivant. Non, c'est pas ça, je suis pas mort. Pardon? Je suis pas mort. J'étais en train de jouer tranquillement sur mon canapé, et je sais pas comment je suis arrivé ici, mais je suis bien vivant. Bon, écoutez, asseyez-vous. Fabrice!
Ouais. Monsieur n'est pas mort, tu peux m'expliquer? Oh merde, je l'avais oublié, lui. Et maintenant tu m'expliques? Alors déjà, arrête de crier. Et lui, c'est moi hier, j'ai merdé. Le truc, c'est qu'avec les anges, on a un peu bu. Et y a un mec qui est mort à la porte à côté du sien. Du coup, j'ai voulu aller le chercher, mais j'ai vu double. Donc du coup, j'ai mal visé, je l'ai ramené lui, et voilà. Tu déconnes là? Non, pas du tout. Non. Bon, monsieur, je suis désolée, on va vous renvoyer sur Terre. Sincèrement désolée. Passez une bonne journée. Bon, allez. Attends. Toi, tu vas me faire le plaisir de t'asseoir et de réparer la connerie que t'as fait. Je veux un rapport tout de suite. Oh merde. Je commence à en avoir marre de vous. Bonjour, j'espère que vous êtes bien installés et que ces 2 petits épisodes du Purgatoire vous auront plu. On va continuer tout de suite la suite de notre programme avec la découverte du studio MGO de Gérard Touré, un reportage de Florence Ségalin. Je m'appelle Gérard Touré, je fais de la musique depuis tout petit. J'ai appris tout seul, je suis autodidacte. J'ai commencé assez tard pour un instrument, j'ai commencé vers 14 ans. Donc j'ai appris en faisant du bal, en jouant dans les orchestres de bal. On est obligé de savoir tout jouer. Puis après, j'ai fait une quinzaine d'années de bal et avant mes 30 ans, j'ai pris ma retraite de bal. Je voulais faire autre chose. Et là, j'ai commencé à accompagner des artistes parce que c'était plus intéressant à tout niveau, financier, au niveau des dates, des moyens techniques. Et parallèlement à tout ça, j'avais un studio d'enregistrement. Voilà, ma carrière, c'est entre les deux, entre ingénieur du son et musicien. Alors moi j'ai appris, l'instrument que je maîtrise le plus c'est le clavier, mais vraiment autodidacte. Donc par exemple, tu me mets une partition de Mozart, de Chopin ou de n'importe qui, je suis incapable de la lire. C'est vraiment l'oreille que j'ai développée. Au niveau clientèle, j'ai de la chance de choisir, parce que c'est ma longue expérience, les 50 années d'avant, ça permet de choisir, j'ai pas à courir après le client. Alors le choix dans ce studio d'enregistrement, c'est parce que Gérard Touré, moi je le connais depuis très longtemps. J'ai pas mal enregistré ici des chœurs, je faisais souvent pour d'autres artistes. Et voilà, c'est un ami de la famille et je le connais depuis très longtemps. C'est quelqu'un de sérieux et du Vaucluse, il faut faire travailler les gens de la région. C'est vrai que je choisis. Par exemple, si c'est du rap ou un truc comme ça, un truc que je maîtrise pas, qui n'est pas du tout dans ma culture, je vais pas le faire. C'est pas... Voilà, ça va des Rolling Stones à Serge Gainsbourg, en passant par Shakira ou Francis Cabrel, il y a vraiment de tout. Après, ça peut être très varié, c'est pas que de la musique, je te disais tout à l'heure aussi, ça peut être de la restauration de vieilles bandes, de vieux vinyles, tout ce qui touche au son. Et que les gens viennent pour moi, ils viennent pas pour le studio, je pourrais être n'importe où. Donc je pense que si j'ai beaucoup de monde et j'ai des clients qui viennent depuis 30 ans, 40 ans, c'est parce qu'ils ont confiance en moi, au conseil. Quand quelqu'un chante pas bien, je lui dis, quoi. Je vais pas lui dire c'est bien et lui prendre les sous, alors que je sais pertinemment que c'est pas bien.
Bonjour Gérard. Bonjour. Alors vous êtes un ingénieur du son, compositeur, un musicien dans le studio MGO depuis 1986. C'est ça commence à faire. Oui, ça fait une longue histoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire du studio? J'ai toujours fait ce que je voulais, j'ai toujours été passionné par la musique. J'ai toujours voulu faire ça, je pense. Même si j'ai fait quelques autres métiers avant, des domaines qui n'avaient rien à voir. Puis les rencontres, les voyages, tout ça m'a toujours branché, les musiques pour plein de gens différents. Puis c'est très varié ce que je fais. Et le son, ça s'adresse à tout le monde. Ça peut aller au cinéma, à la radio, au disque, tout. Même pour la police, je travaillais à l'époque, je faisais des nettoyages de bandes. C'est hyper varié, quoi. Vous êtes l'ingénieur, enfin vous connaissez très bien François Fellman, que vous suivez depuis ses débuts. Ça fait 37 ans que j'ai travaillé avec lui. J'ai arrêté juste là en septembre 2023. D'accord. Parce que j'avais d'autres projets. Puis j'en avais marre un peu après 37 ans. On est toujours amis parce qu'on travaille toujours ensemble. Donc tous les chanteurs des années 80, ce sont des copains. Vous avez aussi connu Massilia Sound System. Ça, c'était des enregistrements, oui. Ouais, un ancien guitariste de Trust. Oui, qui est toujours dans le coin, qui habite à Avignon. Voilà. Comment vous avez fait pour travailler avec des personnes de cette notoriété? Je pense que c'est le bouche à oreille. Je n'ai jamais trop fait de publicité. Si les gens sont contents, ils reviennent. Des fois, j'ai des clients qui viennent 20 ans après. Puis ça fait plaisir. Et du coup, quelle est l'actualité du studio à l'heure d'aujourd'hui? Alors, je suis à la retraite depuis 6 mois. Donc, je travaille 3 fois plus, comme les retraités. Puis là, j'ai un projet. Je travaille dans un groupe de composition de morceaux entre Pink Floyd, Genesis. Puis ça me plaît énormément. En fait, je fais vraiment que des trucs qui me passionnent. Et je continue quand même le studio. Tous les gens que j'aime bien, je continue. Donc vous avez aussi un groupe, vous êtes musicien dans un groupe nommé Sloan Square Band. Voilà, c'est le groupe dont je parlais, oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez du coup nous en dire un peu plus? C'est un gars qui bosse dans une agence immobilière et tout l'argent qu'il peut gagner en plus de sa retraite, il investit dedans. Il est complètement fou et passionné par ce qu'il fait. Puis on a eu de la chance de faire un album où il y a eu des super musiciens. Il y a le bassiste de Pink Floyd qui est venu carrément faire la basse sur le disque. Il y a Janis Jamison qui travaillait aussi avec Eurythmics et François Fellman. Le chanteur, c'est Richard Groux, qui était dans Starmania, qui chantait « J'aurais voulu être un artiste ». Puis plein de musiciens du coin, et ça me plaît. Hier, j'ai entendu une émission à la radio sur nous, là. Ça m'a fait plaisir, parce que je trouve que c'est très très bien. J'ai pas honte du tout de ce projet. Super. Merci beaucoup, Gérard. Merci à vous. Alors, continuons dans le domaine de la culture, avec l'organisation des Rencontres du Sud, où nous suivrons Laurence Lega et Fanny Dulot, un reportage de Guillaume Bovy et Marcelin Mijon. Imaginez le monde surréaliste que nous allons vivre. C'est une aventure extraordinaire et on est parti de tout petit et maintenant on est vraiment une organisation reconnue par toute la profession et c'est pour nous la meilleure des récompenses. C'est pas un groupe ça? Juste là, vous êtes dans la salle, si vous me direz, et puis au fur et à mesure. Est-ce qu'à 16h10, on a le tableau volé en salle 1 et la petite vadrouille en salle 2? C'est à vous que je parle. Surtout à toi. Non, il n'y a pas de... Et là, Loïc. Donc c'est comme les années précédentes, hein. L'heure c'est l'heure. Quand on dit 11h10, c'est 11h10. Parce que j'aimerais que nous ayons suffisamment de temps ensuite pour lancer le film à 19h et que nous ayons suffisamment de temps
pour, de toute façon on va le prendre, pour notre invité surprise, mais qu'ensuite on n'arrive pas non plus à pas d'heure pour le dîner et pour l'after. Attends, de quoi Il y a un souci du coup? Ah. Je te demande. Bah non, il n'y a pas de souci. Pour la petite vadrouille, il y a quelque chose en particulier. Fanny, s'il te plaît, il y a des journalistes devant. Je vais chercher. Marinette. Tu leur as dit qu'il n'y a pas de place ici à 10h. Non. Il est marqué au box. Il arrive en courant, il est devant. Ouais. Oh là là. Non, la petite vadrouille, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va à l'apéro. Nous allons dîner, nous le staff et nos invités. Bonjour. Oui. Ah, bonjour Stéphane Correa. J'étais à l'Utopia ce matin, on m'a dit qu'il n'y avait pas de séance, je reviens ici, on me dit que c'est pas ici. Non, c'est qu'en fait, on a été en retard. C'est qu'en fait, Utopia aurait dû démarrer à 10h. Et j'y suis allé, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de séance. Ben alors en fait, entre-temps, je les ai eus au téléphone. Ils m'ont renvoyé, ils m'ont dit non. On a un gros souci, c'est qu'en fait Mathis n'a pas récupéré le photocall des rencontres du Sud et c'était pour savoir s'il était dans mon bureau. Donc si vous pouvez jeter un œil quand vous pouvez. Bonjour. Hello. J'avais pas ton numéro. Ensuite, mardi, Johanna, tu fais la petite vadrouille. Donc notez les prénoms des uns et des autres, comme ça vous savez qui contacter s'il y a un souci. Notre monde, on met Morgane. Et toi, tu peux gérer les deux avec une affaire de principe? Bah ouais, là ils partent. Donc pour toi, il est rangé où le photocall? Dans mon bureau? C'est sûr, Oui, dans sa pochette en plastique, là. Dans le mien. Dans le mien, dans mon placard. Bah, ils se débrouillent. En tout cas, ils sont invités à 20h au dîner. Après, ils font leur live. Ah, mais elle est c'est une exploitante? Non, mais c'est la sœur de je sais pas qui. Hein? Alors, Donc il faut que je fasse un photocall. vous allez penser à quelque chose de très agréable. Vous êtes sur Avignon, vous arrivez d'où tous? Est-ce que tu peux me faire une photo, s'il te plaît? Oui, dis-moi. Tu es un petit peu plus bas et tu les vois de plus bas. Tu veux que je fasse une photo de là? Plus bas. Avez-vous voir un genou? Avez-vous voir un genou? C'est ça. Comme ça. Alors, il faut enlever le blouson et le sac. Au fur et à mesure du temps, on apprend. Au début, on était vraiment des novices dans le domaine. Et là, la confiance est complètement instaurée à tous les différents niveaux de responsabilité. On peut dire que ça roule, bon, on est toujours attentif, on veille au grain, mais tout le monde sait parfaitement ce qu'il a à faire, ce que les autres attendent de chacun. Et ça aussi, ça fait partie du plaisir à avoir à travailler avec une équipe qui est soudée, et ça nous permet d'être effectivement beaucoup plus serein qu'à nos débuts. Ce soir, on ne discute pas de la pluie et du beau temps, on est concentré sur la soirée. D'accord? Il va falloir placer beaucoup de monde et c'est ce qui ne va pas être facile parce qu'il va y avoir beaucoup de monde dans le hall. Donc c'est pareil, Marinette, ce soir, on bloque les badges. Ce que je vais faire une petite parenthèse sur le moment de Vigo, ce qu'on va demander, sur ce que l'on nous a demandé. Et il faudra qu'on fasse très attention à ça, c'est qu'il n'y ait personne ici. Dans l'allée. Dans l'allée. Parce qu'elle ne veut pas qu'il croise qui que ce soit, parce qu'il va être bloqué Il va être embêté. et il n'ira pas à la CCI. Et ce que je voudrais, avant tout, on reste de bonne humeur ce soir. On a le sourire, même si on est stressé, qu'il y a un problème. Faut que personne ne se rende compte que c'est le bordel. Parce que si tu veux, à ce moment-là, on peut se donner rendez-vous à 13h30. Ouais. Si tu veux. Ouais.
Comme ça, à 13h30. Si Roger me dit je dois déj. Ben non, parce qu'à 13h30, il va vouloir qu'on accueille Vigo. Bonjour, Fanny. Donc, je suis responsable presse, suivi équipe. On est très heureux de vous accueillir. C'est vrai que j'étais content aussi de continuer à... Alors c'est très bref dans le film, mais c'était important pour moi de le remettre. De ne pas juste dire ok, j'ai fait un film sur la protection de l'enfance, je passe à autre chose. C'est important pour moi de continuer. Vigo, d'accord. Et là-bas, en sachant que, bon, parce que Vigo n'a pas le choix, c'est après. Donc vous connaissez les consignes. On filme pas, prise de son, ok. Pas de photos pendant la conférence. On fait pas de photos. Marie, sur les feuilles blanches, je suis obligée de mettre mairie d'Avignon, etc. Je peux mettre que le nom et le prénom. Tu mets que le nom. Alors, Madame le maire n'intervient pas. Voilà, Madame le maire est invitée. Oui, Pascal, parce que Pascal Boris, c'est la maire de Villeneuve-les-Avignon et ça, c'est son époux. Époux, tu mets un point, tu mets pas de R. Je suis trop à la bourre, là, c'est l'enfer, là. Il me faut de la haute def, la vidéo haute def. Après, peu importe le format, la preuve, on va passer à un format téléphone tout à l'heure. J'ai fait tellement d'appels qu'au moment où je raccroche, ça raccroche plus vite que moi. Donc, il faudrait appeler Fanny, parce que si dans une minute, les petites mains, ils sont pas là, ils rentrent pas. Une invitée? Je vais en faire rentrer 10. Oui. Allez, avancez. Allez, avancez. Si vous imaginez le monde surréaliste que nous allons vivre. Mais là, je vais vous dire, mesdames et messieurs, Vigo Mortensen. Vigo, merci. Merci. C'est un plaisir. Et je profite du privilège qui m'est fait d'avoir ce micro pour commencer par des félicitations. Parce qu'en fait, j'aime ce cinéma-là. Laurence Lega, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. C'est le pilier. C'est notre délégué général et elle, je peux vous dire qu'elle fait un travail extraordinaire. On le dit, personne n'est irremplaçable, mais je pense que Laurence fait partie des personnes irremplaçables. C'est comme ça, monsieur. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que les Rencontres du Sud ? Alors, les Rencontres du Sud, c'est un festival, c'est une association. Donc, c'est plusieurs passionnés de cinéma qui ont voulu créer dans le sud de la France un festival pour réunir tous les professionnels. Donc, ça va du distributeur, de l'exploitant, des fournisseurs, etc. Donc, voilà, on se réunit pendant une semaine pour profiter de voir des films en avant-première en présence des équipes de films. D'accord. Et quel est votre rôle dans cet événement Alors moi, sur les Rencontres du Sud, je m'occupe de toute la partie partenariat, presse, communication, suivi équipe de film. Les Rencontres du Sud, comme vous l'avez dit, ça dure une semaine. Mais combien de temps, en réalité, ça prend à organiser J'imagine beaucoup de temps. Alors, on va dire que Laurence Lega commence à travailler sur le sujet à partir de septembre. Et après, le rythme s'accélère. Plus on va s'avancer sur les dates, plus le rythme va s'accélérer. Mais on va dire qu'on va commencer
remettre la machine en route dès septembre sur déjà toute la communication. Donc du coup, là, vous travaillez pendant cette période-là sur les rencontres du Sud, mais est-ce que c'est un travail à plein temps ou est-ce que vous avez un autre travail à côté Alors moi, je suis responsable de toute la partie communication événementielle et commerciale du cinéma Le Capitole, donc qui est sur le Pontet. Donc ça, c'est mon travail à l'année. Je suis salariée. Et en parallèle, du coup, je travaille aussi sur le festival. Voilà, mais c'est vraiment en parallèle. Est-ce que vous aimez le sport ? Le sport ? Oui. Oui. Eh bien, nous allons en apprendre plus sur l'énergie et la motivation de l'équipe d'Avignon Volleyball, où le nouvel entraîneur se nomme Ricardo Martinez, un reportage de Marcelin Mijon. Financièrement, c'est un peu plus dur. Le club nous dit qu'on peut pas continuer Ligue B, sinon on a les droits dans le mur, quoi. Avec l'histoire qu'il y a dans le club, quand on se retourne derrière, on peut pas prendre le risque de faire disparaître ce club, quoi. C'est impossible. Dans le coaching, il faut être soi-même. Il ne faut pas chercher à devenir quelqu'un. Il faut se construire tout seul. Il faut faire ses erreurs. Il faut se planter pour pousser. Donc je ne dis pas que j'invente tout. Hein. Mon histoire elle a commencé à Avignon, l'année où ils ont créé le centre de formation. Ils m'ont contacté, le choix il a été vite fait, hein, parce que gamin, mon objectif c'était de venir ici à un moment donné. Il y a une histoire un peu particulière, c'est qu'à ma dernière année de stagiaire pro, on part avec les pros jouer à Ajaccio. Le président, il m'a bien dit sur la route, voilà, écoute, ce soir si on gagne, on ne peut pas te garder. Et il se trouve que je rentre dans ce match à Ajaccio et je le finis. Et lorsque le ballon touche le sol et qu'on gagne le match, je sais qu'on est en Liga. Et du coup, je sais que mon avenir, il est scellé aussi avec le club. Alors, bien sûr, quand je pars de cette manière-là avec Avignon, mon objectif, c'est de revenir ici, quoi. Je suis revenu et j'ai fait 9 ans capitaine ici, avec la pro. J'ai une relation un peu particulière, moi, avec les joueurs. J'ai un peu cette relation parentale. Ce qui m'anime le plus, on va dire, c'est laisser des traces indélébiles dans le comportement de l'homme, pas du joueur. Apprendre à faire une manchette ou une passe à un joueur, c'est bien, mais apprendre à un jeune à bien s'échauffer, à dire bonjour, merci, toutes ces choses-là, je trouve que c'est beaucoup plus important que l'aspect technique. Voler, ça vaut le coup de le vivre, mais c'est quelque chose qui est éphémère, quoi. L'équipe 1, depuis que j'ai l'élite, c'est différent. Je leur ai parlé en début d'année, pour moi le plus important c'est la cohésion. On ne va pas sortir un mec de l'équipe et le vivre ensemble c'est quand même quelque chose de primordial. Et je pense que ça c'est une force du club et je pense que les valeurs familiales du club ils jouent énormément aussi sur les équipes. J'axe aussi beaucoup mon travail sur la vidéo, sur l'analyse de jeu. C'est une partie que j'aime beaucoup. Ça a vraiment un effet sur le jeu, sur le match, quoi. Alors Ricardo déjà, ça fait maintenant 15-16 ans qu'on se connaît. Il a choisi au mieux les individus. Il voulait des gens capables d'écouter et qui ont envie d'apprendre. Et il a mixé ça avec un petit peu de vieux, entre guillemets, avec expérience. Pour l'instant, ça marche plutôt bien. Alors moi je suis arrivé à Avignon il y a 2 ans. Ricardo m'a contacté avant que j'étais à Arles. J'ai pas hésité avec la Pro B de temps en temps. On a été bien, il m'a bien aidé dès le début. Il m'a pas lâché. Et la bonne relation qu'on a, c'est bien. On a une bonne relation. Sur l'équipe pro, les objectifs, c'est les qualifications en play-off et une qualification au Final Four. Enfin, gagner même la Coupe de France. Mais moi, je peux rien fixer à moyen terme. Voilà. Aller chercher un titre, c'est pas pour la médaille, quoi. Parce que la médaille, on l'accroche au mur. Mais l'aventure humaine et gagner avec les copains à côté, ça ils resteront là pour la vie, quoi. Je suis vraiment surpris par ce groupe jour après jour. Il y a un gros potentiel et je pensais vraiment pas qu'on serait à ce niveau-là, à ce moment-là. Et c'est un groupe où le possible
devient quelque chose d'entraînant, quoi. Ah oui, on peut y arriver et pourquoi pas nous. Je m'appelle Ricardo Martinez et je suis le nouvel entraîneur de l'Avignon Volleyball. Bonjour Ricardo. Bonjour. Alors l'année dernière, suite à la descente de division pour des raisons financières, vous avez repris le rôle d'entraîneur de l'équipe première. Pouvez-vous nous raconter comment ça s'est déroulé pour vous Alors l'année dernière, on était en Pro B, j'étais l'entraîneur adjoint et l'entraîneur du centre de formation. Et lorsqu'on a appris la nouvelle que le club descendait pour des raisons financières, il y a eu une reconstruction en interne et le coach qui était présent avant moi était en place depuis 18 ans. Et voilà, il y a un choix qui a été pris par le comité directeur et donc j'ai été nommé entraîneur principal. Voilà. Donc, du coup, vous avez refait aussi toute l'équipe en gardant des anciens joueurs et tout en intégrant aussi des jeunes. Oui, c'est ça. En fait, je suis un entraîneur qui aime bien travailler avec des jeunes joueurs. On peut plus les modeler à notre façon, mais l'expérience malgré tout est obligatoire et l'expérience ça ne s'achète pas. Donc ouais, j'avais besoin de cadres, entourés un petit peu de jeunes avec qui travailler sur le développement individuel du joueur. Voilà. Donc ce reportage il a été tourné en décembre par l'IMCA Provence et ses stagiaires. Vous étiez premier au classement et aujourd'hui vous en êtes? Aujourd'hui on est toujours premier. On est toujours premier en saison et demain on attaque un match. Les premiers matchs couperés commencent à arriver, demi-finale de Coupe de France à la maison. Donc voilà. Premier sans les titres, ça ne sert à rien. Donc il faut continuer jusqu'au bout. Donc voilà, il nous reste 3 matchs de championnat et 2 matchs à jouer de Coupe de France. Je compte bien jouer 2. Donc, du coup, quelles sont vos impressions vis-à-vis de ce match de demain? La pression commence un petit peu à nous envahir, tous. Moi, je dois être le dernier qui doit montrer ça, mais je préfère pas trop me prononcer, moi, sur les matchs. Est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va perdre? On s'est bien entraîné toute la semaine, on a mis tous les ingrédients qu'il fallait. Maintenant, c'est place aux acteurs. Et contre qui vous allez jouer? Épinal, demain soir à 20h. L'autre demi-finale, c'est Amiens-Conflans. Et si on a le bonheur de se qualifier en finale, on jouera le dimanche. Voilà, la finale. Super. Merci beaucoup, Ricardo. Merci à vous. On va leur souhaiter bon courage pour ce week-end, qui se déroulera du coup ce match au gymnase Champfleury à Avignon. Et c'est avec ce dernier invité que s'achève notre émission hors cadre. Je souhaite remercier encore une fois Monsieur le maire Thierry Lagneau ainsi que la ville de Sorgues pour nous avoir prêté cet espace regain. Et un grand merci à vous aussi, chers spectateurs, avec qui nous avons passé un agréable moment. Et en espérant vous retrouver l'année prochaine pour une autre édition de Hors Cadre.